Passion et liberté. Avec la sexualité, on peut faire des merveilles. Avec la sexualité, on peut faire des catastrophes. Avec la sexualité, parfois, dans notre société, on ne sait plus bien si c'est bien ou si c'est moins bien. Les jeunes sont perturbés parce que les adultes ne donnent plus les repères. Alors ils nous posent des questions. Alors il y a des consensus dans la société où tout le monde est d'accord. Et puis il y en a d'autres problèmes où tout le monde hésite. Il y a l'intellectuellement correct, le religieusement correct, le politiquement correct. Je voudrais dans un premier temps vous parler de 3 sujets sur lesquels il y a un consensus général dans la société et de 3 autres sur lesquels il y a des hésitations, afin d'essayer de nous faire réfléchir, puisqu'après il y aura un temps de dialogue. Les 3 points sur lesquels il y a consensus, c'est-à-dire où personne ne peut accepter, c'est la pédophilie, c'est l'inceste, c'est le viol. Et les 3 points sur lesquels il y a discussion, flou, difficulté à se positionner, c'est l'avortement, c'est l'homosexualité, c'est la bisexualité. Alors d'abord sur les 3 points où il y a consensus, viol, inceste et pédophilie, c'est essentiellement les hommes, nous, qui sommes en cause. Mais pourquoi donc y a-t-il des hommes qui peuvent faire ça, l'inacceptable, et qui reconnaissent bien fort que c'est inacceptable, mais qu'ils n'ont pas pu, parce qu'il y avait chez eux des passions inavouées, parce qu'il y avait chez eux des pulsions, des compulsions. Il m'a raconté, cet homme, qu'un jour, heureusement que le téléphone a sonné, parce que cette sonnerie du téléphone a permis de sauver l'enfant qu'il allait violer. Un autre m'a raconté dans des circonstances bien différentes comment le chant d'un coq l'a réveillé et lui a permis d'éviter de blesser un enfant qui était à côté de lui. Que se passe-t-il dans l'esprit, dans le cœur et dans le corps d'un homme qui va abîmer un enfant d'homme et qui sait bien que c'est pas bien? Il a souvent subi la même chose. Le violeur est la plupart du temps un être qui a été violé dans son cœur, dans son corps, dans son esprit. Je ne dis pas ça pour passer l'éponge, pour qu'il n'y ait pas de punition, pour justifier. Je dis ça pour que notre société se pose des questions. Qui est responsable des viols et de l'inceste et de la pédophilie? Ce n'est pas seulement celui qui fait l'acte. Ce sont ceux qui ne donnent pas des informations correctes aux enfants dans leur enfance et dans leur adolescence. Ce sont des adultes responsables qui, dans les médias, montrent des images qui sont des viols audiovisuels. Alors, quand je parle avec des collègues qui sont dans le domaine de la pédopsychiatrie et que je leur dis le concept du viol audiovisuel aujourd'hui, il existe. Il y a des enfants qui voient des images
qui abîment leur cœur et leur intelligence. Et ces images, elles viennent d'adultes. Alors, quoi faire? J'étais dans un collège. J'étais dans la cour de récréation et je vois dans la cour de récréation 4 garçons en train de regarder un magazine. Ah! Je vais vers eux. Celui qui tenait le magazine, au moment où il me voit arriver, il le cache sous son manteau. Je lui dis, « C'est ton livre de maths ?» Et il me dit tout de suite, « Vous voulez voir ?» Il cherche à mettre l'adulte dans son système. « Vous voulez voir ?» Je dis, « Non. » Je lui dis, « Je sais, c'est pas des maths, c'est du cul. » Il me dit, « Vous voulez voir ?» Deuxième essai. Je dis, « Non. » Mais je lui dis, « C'est ta mère qui est dedans ?» Ah non. C'est ta sœur? Ah non. Mais c'est la mère d'un autre. Mais c'est la sœur d'un autre. Et tu fais quoi avec? Tu n'accepterais pas que ce soit la mère, ta sœur. Ça mérite quoi? Il y en a un qui a sorti un briquet et on a mis le feu à cette saloperie fabriquée par des adultes. Cher, pour faire du fric, et pour tenir les jeunes en laisse, et pour que ce soit pour eux comme une drogue dont ils ont besoin et dont ils ne peuvent plus se passer. La pédophilie, il y en a beaucoup dans notre société qui le savent plus ou moins, mais qui s'en foutent, qui en sont responsables, parce qu'ils abîment des hommes fragiles, car l'homme est fragile. Car si tu veux être fort, il faut que tu connaisses ta fragilité. Celui qui croit qu'il est le plus fort et qui ne sait pas qu'il est fragile, il n'est pas fort, il est nul. C'est Paul qui dit que notre force, il dit, elle est dans notre faiblesse, mais traduisons plus clairement, elle est dans la connaissance de notre faiblesse. Parce que je sais que si je fais ça, je vois ça, j'entends ça, je vais aller là, alors. Parce que je le sais, je fais attention. Ce ne sont pas des femmes qui violent dans les livres, dans quelques magazines. Dans quelques cas, malheureusement, ça peut exister. C'est surtout nous, les hommes. Mais nous devons nous défendre. D'abord, en n'accusant pas celui qui est en accusation, mais en disant « Pourquoi donc cet homme qui a quand même un cœur, pourquoi donc a-t-il fait ça? Pourquoi donc ce père va-t-il se jeter sur sa fille en allant d'abord doucement? Parce que ça ne marche pas dans la conjugalité. Parce qu'il n'y a pas une coopération, une compréhension et un dialogue entre l'homme et la femme, et que souvent, trop souvent, la femme ne voit l'homme qu'à travers. Il ne pense qu'à ça. Ils, au pluriel, ne pensent qu'à ça. Regardez les images, les publicités. La femme est devenue objet, et la femme n'est pas un objet, c'est une personne capable de pleurer, capable de sentiments. Lorsque j'expliquais à des jeunes que les prostituées, ce sont des esclaves, un jour un jeune lève la main. Je dis, oui, tu veux dire quoi? Il me dit, non, ce n'est pas des esclaves. Pourquoi tu dis ça? Il me répond, puisque je paye. Oui, aïe, aïe. Je n'avais pas pensé. Lui, il dit, puisque je paye, j'y ai droit. Je paye, je veux, donc on me donne. Oui, mais tu payes quoi? Tu achètes quoi? L'amour, ça ne s'achète pas. Il n'y a pas de magasin de l'amour. Il peut y avoir des magasins de sexe, mais ce n'est pas de l'amour. C'est nul. Ça te rend malheureux. Tu ne sais plus où tu es. Alors tu souffres. Alors il faut savoir, il faut rencontrer ces hommes pédophiles, incestueux ou violeurs qui ont souffert beaucoup
non seulement avant les actes qu'ils peuvent avoir subis et puis d'avoir transmis eux-mêmes, car cela s'explique par la psychologie. Ils transmettent ce qu'ils ont reçu, car au moment où ils vont blesser, l'enfant qui est en face d'eux, c'est eux quand ils étaient enfants, et ils font le film à l'envers de ce qu'ils ont vécu. Et nous, la société, nous n'avons qu'une chose et qu'un discours, ce sont des monstres. Oui, les actes sont monstrueux, mais ces personnes ne sont pas des monstres, ce sont des personnes humaines. Et nous avons notre part de co-responsabilité pour éviter et prévenir. La prévention de la pédophilie, la prévention de l'inceste, la prévention des viols, c'est possible. La prévention de la prostitution, c'est possible aussi, dans la mesure où nous, les hommes, nous serons informés, éduqués. On nous apprendra ce que c'est que l'amour. Tout à l'heure, un journaliste me disait, que diriez-vous à des jeunes comme message ? À ces jeunes, je leur dirais sur la sexualité, écoute-moi, petit, tu as un cerveau pour comprendre, tu as un cœur pour aimer, tu as un corps pour marcher. Eh bien, il te faut d'abord apprendre, comprendre ce qui se passe dans ton cerveau et dans ton cœur, le tien à toi, toi, garçon. Et puis que tu arrives à comprendre ton camarade, il vit la même chose que toi, ton copain. Mais ta copine ne vit pas la même chose. Parce que c'est un être différent, parce que c'est un être complémentaire de toi. Et c'est pas parce qu'elle est habillée comme toi, comme un mec, qu'elle pense comme toi. Les filles, les femmes, elles attendent de toi douceur, compréhension, et pas du sexe. Il faut que nous soyons vigilants. Il faut que nous demandions le pourquoi de ces erreurs de la sexualité, parce que quand nous comprenons le pourquoi, alors nous pouvons envisager la prévention. Mais venons-en maintenant à cette société, à notre société dans laquelle nous avons des responsabilités, où l'on ne sait plus si c'est bien ou si c'est mal. Tout à l'heure, j'ai été impressionné. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu un homme dire devant d'autres hommes, j'ai déconné, j'ai poussé telle fille, telle femme à ne pas garder l'enfant qui était en elle et dont j'étais le père. C'est vrai, c'est les femmes qui dégustent. Martine Aubry, ministre de la Santé en France, elle disait 2 phrases fondamentales. L'avortement, c'est toujours une catastrophe pour la femme. Je ne suis pas une femme, cela en est une. Si elle me le dit, je la crois. Et c'est vrai, j'en ai rencontré beaucoup. L'avortement, c'est toujours une catastrophe pour la femme. Et la deuxième phrase, elle disait, on ne peut pas être pour de gaieté de cœur. Alors ? Eh bien, alors nous, à Famille de France, nous sommes pour la prévention. Nous ne voulons pas être enfermés dans une dialectique. Tu es pour ou tu es contre ? Nous sommes pour la prévention. La prévention du sida, du suicide, des accidents de la route, de l'avortement. C'est ça, l'objectif de notre société. Et si notre société va devenir adulte, alors nous verrons diminuer toutes ces catastrophes que les femmes vivent, parce que nous, les hommes, nous deviendrons adultes. Car, vous savez, la sexualité de l'homme et de la femme, de l'humain d'une façon générale, dans ce domaine, nous sortons de la petite enfance, de la petite enfance. Qu'est-ce que c'est qu'être adulte ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir une sexualité adulte ? C'est avoir une sexualité responsable de ses actes, de son cœur, de ce que l'on en fait. Ce n'est pas une sexualité compulsive, passionnée, illimitée. C'est une sexualité qui est au service du bonheur de l'autre que l'on partage avec lui, avec elle. C'est une sexualité créative, créative au sens pas simplement des enfants que l'on peut avoir, mais créative au sens du rayonnement et de la joie que l'on fait passer parce qu'on est dans le bonheur avec l'autre personne.
Vous savez, aujourd'hui, on vous présente à la télévision le couple hétérosexuel. Je vais vous le décrire un petit peu schématiquement. Monsieur arrive bedonnant à la télévision, mal rasé. Il s'assied dans le sofa et il demande le plateau et la bière. Madame, elle a le tablier de cuisine, elle sent l'huile d'olive à travers l'écran et elle n'est pas peignée. Ça, c'est le couple hétérosexuel sur la famille. Et puis ensuite, on vous montre deux jeunes éphèbes qui sortent du théâtre. Ils sont parfumés à travers l'écran et ils vont manger des huîtres. Et on vous dit, voilà, le premier couple, vous voulez ça? Et le deuxième, c'est sympa. Et si vous n'êtes pas pour ces deux images, vous avez un problème. Vous êtes homophobe. Vous avez un problème. Non. Vous n'avez pas de problème. Vous avez du bon sens. L'homosexualité, c'est vrai qu'elle a été longtemps considérée comme une maladie, je l'ai dit ce matin, et qu'il y a eu de l'homophobie, il faut le reconnaître. Mais attention que nous ne soyons pas aujourd'hui dans l'hétérophobie. Passer sur l'autre rive. Et hier en France, c'était l'anniversaire du Pacs. Le Pacs, c'est-à-dire le contrat d'union civile entre deux personnes de même sexe. Eh bien oui. Alors je suis un citoyen, je respecte la loi, j'ai passé à l'Assemblée nationale par un certain nombre de députés ignorants. Vous me direz, ils le sont tous, vous l'avez bien vu ce matin. Heureusement qu'il faut qu'il y ait des gens qui leur imposent les mains pour que ça passe. Et ça passe. Mais il y a du boulot. En France, il y a énormément de boulot. On va vous recruter. Alors ils ont voté sans savoir parce que simplement, il y avait un lobby et ce lobby avait fait passer le message que ce lobby, il représentait à peu près 1 200 000 voix en Île-de-France. Alors vous savez, un président de la République, un Premier ministre, une Assemblée nationale, ça a la trouille. 1 200 000 voix, ils vont voter contre moi si je suis contre eux. Le Pacs, c'est un contresens individuel, c'est un contresens social, c'est un contresens scientifique au sens de l'écologie de l'amour. Oui, il peut se faire qu'un garçon, deux garçons, puissent avoir une homosensibilité, une sensibilité entre eux, très bien. Une homosensualité. On peut imaginer deux hommes, deux copains qui ne se sont pas vus depuis 10 ans, ils vont se chercher à l'aéroport, ils se tombent dans les bras, ils s'étreignent. Homosensibilité. Comment vas-tu, mon vieux? Ça fait tellement longtemps. Homosensualité. Mais il n'y a pas d'homosexualité. Ce sont des affamés, je vous le disais, d'affection, auxquels on fait croire qu'ils sont affamés de sexe. Mais réfléchissez avec moi. Quand un être humain est angoissé dans notre société, quand chacun d'entre nous a de l'angoisse, et nous en avons plus ou moins à des moments de la journée ou de la vie, eh bien cette angoisse, elle va prendre deux chemins possibles. Les deux chemins qui sont les noyaux vitaux, les moteurs de l'individu humain. Premier moteur, je mange, car sans manger, je meurs. Et donc, lorsque le moteur dérape, c'est soit la boulimie, soit l'anorexie mentale. Et le deuxième moteur de l'individu humain, c'est aimer. On ne peut pas vivre sans amour. Et le verbe aimer, c'est un verbe en mouvement. J'aime et je suis aimé. Je ne peux pas aimer longtemps si je ne reçois pas de l'amour en retour. Alors, pour faire comprendre ça aux jeunes, je leur dis, tu as un chat à la maison? Oui. Tu l'aimes? Oui. Quand tu rentres à 17h le soir, tu prends le chat sur les genoux et puis tu le caresses et il fait quoi, le chat? Il miaule, il ronronne. Et toi, pareil. Et en ronronnant, tu lui dis, continue. Et le chat aime. Et tout d'un coup, le chat te pisse dessus. Salaud. Tu supportes pas? Il te méprise? Eh bien, l'amour, c'est ça. C'est un aller et un retour. J'aime et je suis aimé. J'aime et je suis aimé. C'est vital.
Mais quand on ne ressent pas, quand il y a eu des carences d'affection, vous avez un film qui s'appelle « Les Nuits Fauves », écrit par un auteur qui devient acteur, qui est mort du sida. Et ce film, c'est la bisexualité. Il a été tellement blessé dans son enfance. Un père et une mère absents, les deux. Il y a une scène dans ce film qui est terrifiante. Pendant près d'1 minute, vous n'avez pas de musique, pas de parole, et un face-à-face entre le père et le fils. Et le fils regarde son père d'un air de dire « Vieux con, tu n'es pas capable de me parler. » Et le père regarde le fils d'un air de dire « Mon fils, je ne sais pas quoi te dire, mais je ne sais pas comment te dire je t'aime. » Et au fond, la mère rigide prépare le steak du dimanche. Et ce jeune, Cyril Collard, on le voit dans une autre scène sous un pont de Paris, en relation sexuelle avec un autre homme qui le caresse, qui le câline, qui lui touche ce mètre carré et demi de surface corporelle dont je vous parlais ce matin, tandis qu'un autre lui pisse dessus. C'est la scène. Et vous voyez le G, et l'autre lui dit « pisse-moi dessus ». Il a tellement pas confiance en lui. Il a tellement une considération négative sur lui-même qu'il dit à l'autre « pisse-moi dessus ». Pourquoi a-t-il donc cette considération négative? Parce qu'il a manqué d'amour. Parce qu'il n'a pas suffisamment reçu de son père, de cette sève paternelle, de cette sève maternelle. Alors attention, la bisexualité vient dans notre société. Parce que nous, les pères, nous sommes insuffisants, mais parce que aussi les mères commencent à être insuffisantes. Et c'est dangereux pour les petits des hommes et des femmes de demain. Et si nous n'y faisons pas attention, si nous ne nous rendons pas compte de combien les enfants ont besoin de cette affectivité doublement parentale, alors il y a danger. En France, après le Pacs, on est en train de nous injecter l'adoption, l'homoparentalité. Et j'étais hier sur une radio bleue en France qui m'interviewait sur le sujet avec un grand responsable des Pacs à Fondbourg. Et il me disait que j'étais à fond contre. Je dis non, je ne suis pas à fond contre, puisque je suis un citoyen respectueux de la loi et que le Pacs existe, donc je respecte. Mais je dis, monsieur, que le Pacs, c'est comme les fiançailles d'autrefois. C'est un temps qui ne va pas durer. Ça ne va pas durer. D'ailleurs, la société française le sent, car quand vous regardez les sondages, vous voyez que les gens ne veulent pas qu'il y ait d'adoption d'enfants parce qu'ils sentent bien que ce n'est pas pendant le temps des fiançailles qu'on adopte un enfant, ce n'est pas pendant le temps du Pacs qu'on adopte un enfant. Et il me dit, le Pacs c'est une grande réussite. Ah bon? J'ai dit, vous n'avez pas lu les journaux? On attendait à la première année en France 60 000 pacsés, il y en a eu 15 000, 20 000. Alors il me dit, oui, mais nous en attendons 100 000 à la fin de l'année. Oui, mais attention, je lui dis, vous ne savez pas le chiffre, nous sommes à 45 000 maintenant, en novembre 2001. Comment se fait-il que si en 2 ans on va à 45 000, vous allez me croire qu'on sera à 100 000 en décembre, vous foutez de moi? Le journaliste, lui, il disait rien, comme il ne savait pas compter. Mais le journaliste... Mais voyez, il ne faut pas se laisser faire. Mais il ne faut pas dire, je suis contre. Non, je suis respectueux de la loi. Savez-vous qu'en France, il y a une loi qui dit que, et Jospin est en train de mettre le doigt dessus, la loi de son maître. Son maître, en France, on l'appelle Tonton. Tonton, il a régné pendant 14 ans. Il était en place depuis 1 année et le 4 août 1982, il nous a sorti une loi. Vous savez, les lois d'août en France, il faut faire gaffe. Parce que les Français sont à la plage et à la montagne. Eh bien, la plus courte loi de 2 septennats, je vous la lis. Oh, je la sais par cœur, elle est très courte. Il y a 2 lignes. Cette loi numéro tant supprime l'article numéro tant de la loi numéro tant. C'est clair, hein? C'est du jus de chaussette. Alors, vous allez à la loi numéro tant, voir l'article numéro tant, et vous allez voir ce que c'est. Eh bien, voici. C'est tout simplement que la majorité sexuelle en France, c'est 15 ans. Tant pour les relations hétérosexuelles qu'homosexuelles. Voilà, ça c'est depuis le 4 août 82. Moyennant quoi,
Si un adulte a une relation sexuelle avec un garçon ou une fille, quel qu'il soit, qui a 15 ans et un jour, nos problèmes. Cet enfant de 15 ans est adulte. Pensez-vous, franchement, avec votre expérience quand vous aviez 15 ans, avec vos enfants qui ont 14, 15 ans, pensez-vous qu'à 15 ans, un garçon ou une fille, son corps est fini, son cœur est fini, son affectivité, son esprit? Mais non, c'est un adolescent, bien sûr, en construction. D'autant qu'il va vivre jusqu'à 100 ans. Nous ne sommes pas il y a 2000 ans où on vivait jusqu'à 30 ans. À 15 ans, désolé, majorité sexuelle, non. Mais je suis un citoyen responsable et respectueux de la loi. OK. Alors, eh bien, nous allons donner une information sur le sujet de l'amour et de la sexualité qui va se situer entre l'âge de 4 ans dont je vous parlais ce matin et l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que je vais faire passer toute l'information pour qu'à 15 ans, l'enfant soit au clair sur tous ces sujets. Mais en France, l'information, c'est les médias, les images, les films. Alors on vous dit que le mieux, c'est de les laisser faire, de leur montrer tout ce qu'il y a, d'être libre, il est interdit d'interdire. Eh bien, s'il est interdit d'interdire, moi je veux bien, mais il n'est pas interdit d'informer. Il n'est pas interdit de rigoler avec des jeunes et de leur dire « il y a des adultes pétés dans notre société » et ils sont souvent à la direction des affaires. Ils sont souvent responsables de la télévision, des messages. Ils cherchent qu'une chose, c'est faire du fric. C'est la seule chose qui les intéresse. Information, ils n'en ont rien à foutre. Du fric. Mais on fait plus de fric avec le cul que dans le passé. Puisque les adultes d'aujourd'hui, on va les transformer en voyeurs. Il n'y a plus besoin de regarder à travers le trou d'une serrure. La télé, elle sofa. C'est fabuleux. Et comme ceux qui nous dirigent ont une pathologie psychologique et psychiatrique qui s'appelle le voyeurisme, eh bien, quand vous voulez montrer que vous n'êtes pas malade, vous transmettez à tout le monde la même chose. Donc l'objectif, c'est que nous soyons tous des voyeurs. Et la civilisation actuelle est une civilisation de voyeurs. On essaye de nous faire devenir ça. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié quand notre ami a dit la télé. Des jeunes me disent aujourd'hui, j'ai 16 ans, comment puis-je faire pour arrêter de me lever la nuit, pour regarder des émissions la nuit, pendant que les parents dorment? J'ai dit, c'est très simple. Tu prends le sécateur du jardin et tu coupes le câble. Ouais, mais alors il me dit, et mon père, ça lui fera pas de mal. Alors, bisexualité, c'est quoi? C'est nous faire croire que nous ne savons plus où nous en sommes au niveau de notre propre identité. Je suis un homme ou je suis une femme. C'est oublier à quoi ça sert la sexualité. C'est faire croire que la sexualité, c'est simplement fait pour s'amuser comme un joujou. Alors continuons l'adolescence. C'est pour ça qu'on passe à l'adolescence. Eh bien, voyez-vous, je crois qu'il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent maintenant et qui disent « ça suffit ». Nous ne sommes pas là pour partir en guerre, non. Nous sommes là pour faire, je dirais, de l'intelligence, stimuler l'intelligence, en disant, écoutez, est-ce que vous voulez que votre fils saute sur toutes les filles qu'il va rencontrer dans la rue parce qu'elles sont belles? Ben non. Vous n'avez pas envie qu'il aille en tôle. Vous n'avez pas envie qu'il attrape le sida. Alors quoi faire? Quel est le meilleur de tous les préservatifs? Une information de qualité. Et je vais terminer par la plus belle information que j'ai jamais reçue de ma vie, d'un malade à quelques jours de la fin de sa vie. Je faisais un travail sur comment ça marche un être humain. Et je me disais que le meilleur moyen pour peut-être le savoir, c'était de parler avec des gens qui, eux, sont en fin de vie et se posent les bonnes questions. Et ce jeune me dit, vous savez, il pouvait à peine respirer. Il faut tous les jours nourrir
Nourrir. Nourrir quoi? Il me dit, votre chaise. Ma chaise? Qu'est-ce que là, ma chaise? Je croyais que j'étais mal assis sur ma chaise. Il me dit, les 4 pieds. Les 4 pieds. Je vois les 4 pieds, oui. Il me dit, il faut nourrir son corps, son esprit, son cœur. Et puis il continue, et il me dit, alors je lui dis, l'âme? Non. Il me dit, moi, j'y crois pas à ça. Mais il me dit, c'est plus profond, c'est plus profond. Il ne trouvait pas le mot, alors je lui dis, en grec, c'est anima. Ça anime, c'est l'âme. Oui, il faut nourrir les 4 choses. Et ce qui boite dans notre société, c'est qu'on se baffre et on se gave le corps. On se gave l'esprit et les images de télévision et de n'importe quoi, et de zapping de ci et de ça. Le cœur, c'est plus où il est né. Alors, une fille est jolie, je l'aime. Un mec est sympa, je l'aime. On va au pieu, on va au pieu. J'ai des besoins de câlin, allez, câlin, câlin, câlin. N'importe quoi. Incohérence. Et on boite parce que ce qui anime le plus profond de l'être n'est pas nourri et cachectique. Alors, cet homme, il m'a laissé un merveilleux message. Nous sommes une chaise vivante. L'esprit, le cœur, le corps et anima notre âme qui doit être nourrie d'une parole. Nous en parlions tout à l'heure au repas. Au fond, la bonne nouvelle, c'est une parole. Et cette parole qui s'est répétée de siècle en siècle, elle nous rejoint au plus profond de notre être et elle vient nous dire « N'aie pas peur de toi, n'aie pas peur d'utiliser tout ce que tu as comme potentiel. Ton citron avec des neurones huilés qui marchent à fond. Et si tu ne sais pas, va voir ton voisin, il va t'expliquer. Va chercher le spécialiste, tu te diras ce qui est la vérité. » Alors, avortement, homosexualité, bisexualité, tout ça, ça s'explique par une société qui a un peu perdu les pédales, qui a perdu les repères. Mais moi, au Forum des hommes, les repères, je les ai vus. Vous avez les bons repères. Mais vous n'avez pas simplement les bons repères pour les recevoir en une journée et dire « c'est bon, j'ai compris ». Vous devez sortir en retransmettant tout ce que vous avez entendu et compris. Vous n'êtes pas seul. Il y a votre famille, il y a vos amis, il y a votre boulot, il y a votre pays, il y a l'Europe entière, il y a la planète entière. Nous avons un champ fabuleux. Il n'y a pas de chômage dans ce champ. Alors, n'ayons pas peur d'aller dire partout ce que nous avons compris. L'amour, la sexualité, l'homme et la femme, les enfants, tout est bon. Mais il faut savoir le sens de tout ça. Et le sens, c'est tout simplement le plus grand bonheur de chaque être humain qui diffuse vers celui qui est à côté de lui, parce qu'à ce moment-là, l'être humain a compris où était la source du bonheur, bien au-dessus de nous, une source inépuisable, intarissable, jour et nuit, qui ne dort pas, mais une source à laquelle nous devons aller boire tous les jours. Si vous voulez, on va commencer à répondre aux questions parce qu'il y en a beaucoup. Première question. Je sais de quelle manière on parle dans le monde et l'on pense dans notre tête.
ne devrions-nous pas apprendre à parler moins crûment dans une salle publique par respect de Dieu et de ce qu'il a créé, un temple saint, la langue, et de notre semblable par respect encore une fois? Tu seras jugé pour tes mauvaises paroles qui sortent de ta bouche. Je pose la question, je vous veux saint. Merci. Alors, je réponds. Il est vrai qu'il faut parfois utiliser des mots pour réveiller, pour choquer. Et je ne me cache pas du fait que parfois j'utilise des mots qui choquent. Mais si vous utilisez des mots entourés de papier au chocolat, vous ne réveillez personne. Et quand vous parlez avec des jeunes, c'est très important quand on parle avec des jeunes de les rejoindre dans leur langage. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'utiliser des mots châtiés, l'objectif, c'est de se faire entendre. C'est-à-dire que vous puissiez faire réfléchir le jeune qui est en face de vous et que ce jeune il puisse changer d'attitude s'il est en train de faire des conneries ou de penser des bêtises. Et donc je crois que l'utilisation d'un langage qui peut être cru, je dirais frais, ça peut être stratégique pour rejoindre la personne là où elle en est. Et puis, entre hommes, nous sommes entre frères, alors on peut se parler entre frères. Deuxième question, vous parlez de créativité. Vous parlez de créativité dans le couple ou arrêter notre créativité dans le domaine de la sexualité. Que dois-je faire ou ne pas faire? Que doit-on faire ou ne pas faire? L'homme est très sensoriel. C'est un homme de 37 ans. Eh bien, monsieur, vous n'êtes pas très sensoriel. Sachez que tous vos frères sont comme vous. Et quand je vois un homme de 70 ans qui me dit « Suis-je normal? Je désire encore ma femme », ben je lui dis « Vous allez très bien ». J'ai vu un philosophe, un très grand philosophe français, auquel on posait la question « Maître, la sexualité, le sexe, c'est très important à 20 ans, n'est-ce pas ?» Il répond « Oui ». Et à 30, il répond « Aussi ». Et à 40 aussi. Et à 50 aussi. Il est arrivé à 100. Le philosophe avait 98. Et c'était toujours aussi important. Alors, la question, elle est importante. Où s'arrête notre créativité? Alors, je vous dis tout de suite que dans la tête d'un homme, la créativité dans le domaine de la sexualité, c'est inépuisable. Vous le savez, n'est-ce pas? On peut tout imaginer et on est très très forts, nous les mecs, pour imaginer. Ce qui fait qu'il va falloir mettre des barrières. Mais où sont les barrières? Car qu'est-ce qu'un fantasme? Un fantasme, c'est quelque chose qui est dans la pensée et qu'il ne faut pas mettre en acte. Car si vous mettez le fantasme en acte, le danger, c'est qu'il n'est plus fantasme, il va falloir en créer un autre. Et donc c'est une escalade qui fait que, comme beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionne le fantasme, eh bien ils vont d'un fantasme à un autre, et c'est sans fin. Mais qui peut donc gérer le fantasme? Vous me direz, nous, l'homme, non. C'est la femme qui va nous aider à gérer le fantasme. Car parlez avec une femme, votre épouse, votre compagne, demandez-lui ses fantasmes, elle n'a pas du tout les mêmes que vous. Ou alors, il y a eu une émission à la télévision française il y a quelques années, c'était Fantasmes de femmes. Je dis à Christine, il faut absolument qu'on regarde ça tous les deux, moi j'aimerais bien savoir quels sont les fantasmes des femmes. Quand nous regardons une émission avec Christine, en général, nous ne parlons pas pendant l'émission, on écoute bien, on prend des notes, puis après, on éteint, on discute. Et je lui dis, c'est ça les fantasmes des femmes? Elle me dit non. Ben, je dis, c'était une émission sur les fantasmes des femmes. Je dis, mais pour moi, c'était que les fantasmes des hommes. Tous les fantasmes qui étaient décrits, c'était des fantasmes de mecs. Et on faisait croire aux femmes qu'elles avaient les mêmes. Pourquoi? Pour que nous puissions aller dans les nôtres. C'était le seul but. C'était extrêmement intelligent comme émission. Je vais vous donner un exemple. Il y a une question ici qui est très très belle. J'espère la retrouver. C'est une des premières que j'ai lues. Voilà, elle est superbe. Vous allez rire, hein?
Mais bon, il faut bien rigoler. Je lis d'abord, je ne veux pas que vous le reconnaissiez. Hein, parce que imaginez que vous allez dire, c'est pas moi, c'est le voisin. Non, c'est chacun d'entre nous. J'ai 25 ans, je suis marié depuis 1 an et demi, j'aime ma femme, je suis un chrétien engagé, mais j'ai un problème. Ah, voilà. Ma femme a de magnifiques fesses. Et j'ai une énorme envie de la sodomiser. Bon. Je n'ai aucune envie de garçon, mais juste ma femme. Nous avons déjà discuté, mais elle pense que ce n'est pas chrétien. Aidez-moi. Je vais vous aider. D'abord, c'est très bien que vous ayez osé le dire. Et là-dessus, je vous félicite. Deuxièmement, c'est très bien que votre femme vous dise « Écoute, mon petit chéri, il y a quelque chose qui ne va pas là. » Mais votre femme, elle ne vous donne pas la bonne raison. La bonne raison, ce n'est pas que tu es chrétien ou pas chrétien. La bonne raison, c'est que votre femme, elle devrait vous dire « C'est pas du respect pour moi. Je ne me sens pas respecté si tu fais ça. » Et ça doit vous suffire. Parce que vous aimez votre femme. Et que le fantasme de la sodomie, il est chez tous les hommes, vous entendez, tous, en majuscule, moi y compris. Mais je suis désolé, ça ne se fait pas. On respecte. Parce que votre épouse, votre femme, vous l'aimez et elle vous aime. Mettez-vous à sa place. L'amour entre un homme et une femme, je suis désolé, c'est pas comme à la télé. C'est face à face, c'est en se parlant. Que de femmes qui disent « Mon mari, il ne parle pas. Ah bon, il est muet? Non, mais quand il fait l'amour, il considère qu'il n'a rien à dire. » Ben, c'est désolé. D'abord, je n'aime pas l'expression « faire l'amour ». La bonne, c'est donner de l'amour. Changez l'expression, mettez « donner », vous allez voir. Si vous donnez, vous recevez. Si vous donnez, elle va recevoir et puis elle va vous donner. Alors c'est un échange, ce n'est pas la même chose. Quand vous dites « faire », c'est un acte. Et moi, je suis chirurgien. Et donc, quand j'opère, je fais des actes opératoires. J'opère. Je sais ce que je fais, j'opère. Et quand j'aime ma femme, ce n'est pas un acte. Je donne et je reçois. Alors, ça peut durer. Parce qu'il faut écouter, il faut parler, il faut discuter. Et quand vous ne discutez pas et quand vous dites « bon, allez, on y va », c'est nul. Et elle n'ose pas vous le dire, mais moi, je le dis à sa place. Hein? Elle vous dit, écoute chérie, non. J'aime tellement entendre le son de ta voix. Oui, mais alors l'homme dit, je suis fatigué. Eh bien, dors. Alors, il y a quelqu'un qui me met combien de fois? Oui, quel est le rythme? Ah ben pour l'homme, c'est tous les jours. L'homme, s'il pouvait, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous savez, la libido de l'homme, c'est un 747 à 12 000 mètres d'altitude, permanent. Et la libido de la femme, c'est cyclique. Et nous voudrions que les femmes, on les mette en 747 ou en TGV, ce que je disais tout à l'heure. Ben non. Il faut nous adapter à la femme. Et là, c'est là que les femmes, j'aurais aimé qu'elles soient là, mais vous leur direz de ma part. Vous direz, chérie, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. J'ai appris qu'au fond, tu ne demandes pas parce que tu sais que je vais demander. Mais ça me ferait tellement plaisir que tu commences toi. Ça me ferait tellement plaisir que tu sois la première à dire que tu as soif, que tu as faim, que tu es amoureuse. Parce que tu le sais bien que moi, ton mari, ton époux, c'est permanent. Permanent. Vous voyez, ça, il faut le dire avec humour et avec humilité. C'est vrai que moi, je disais à Christine, écoute, quand vraiment tu veux un bébé, tu m'appelles, je suis là tout de suite. Et ça marche. Et ça marche. Dans les 4 pieds de la chaise, qu'est-ce qui différencie l'âme et l'esprit? Très bonne question. Pour moi, l'esprit, c'est l'intelligence au sens de j'apprends des choses. Je lis un livre, je me renseigne, j'écoute quelqu'un. C'est mon intelligence qui fonctionne. Ce n'est pas la même chose quand je suis en train de remplir mon intelligence et quand je suis, je dirais, dans un état plus mystique ou dans un état dit de prière.
Il n'y a pas que l'intelligence qui joue. La preuve, c'est que le corps se met dans un état tout à fait particulier. Ça peut être les positions de la prière, on ferme les yeux ou pas. On ne voit pas de choses qui se passent, mais il se passe des choses et on est touché au plus profond de son être. Je dirais, il y a une différence à faire entre ce qui est l'anima, l'âme, et l'esprit. Et probablement, l'anima nous anime plus que nous ne le pensons. Comment éviter que la relation amoureuse se détériore dans un couple? Par exemple, il y a des couples qui n'ont plus eu de relation depuis 10 ans. C'est ce que j'ai de la peine à imaginer. C'est sûr que tu as de la peine à imaginer parce que tu as 16 ans. Mais dis-toi que la relation amoureuse dans un couple ne se détériore que quand le couple ne sait pas dialoguer. Alors, il dialogue peut-être avec son sexe, mais ça ne suffit pas. Le dialogue sexuel en tant que tel, ce que j'appellerais d'une façon un petit peu physique, la balistique sexuelle, ça n'avance pas. C'est toujours pareil. Par contre, si on donne de l'amour à celle que l'on aime et que l'on reçoit de l'amour, moi je trouve que c'est jamais pareil. Et je vais vous faire une confidence. Je suis marié depuis 1974. Eh bien, si je devais décrire l'amour que j'ai pour mon épouse, et je pense que probablement parce qu'elle a témoigné déjà, je ne décrirais pas quelque chose qui est comme ça. Je ne décrirais pas une courbe comme ça. Je décrirais une sinusoïde qui monte, où il y a des hauts, il y a des bas. Mais chaque bas, il est toujours plus haut que le précédent. Voyez ? Et ça me paraît quelque chose de très important. Et souvent, je dis à Christine, je regrette vraiment, elle a 5 ans de moins que moi, je regrette de ne pas t'avoir épousée à la naissance. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Tu n'étais pas mûr. Ben oui. Question d'un étudiant. Mes parents font de l'échangisme, je ne sais pas comment réagir, ils ne sont pas chrétiens. Eh bien écoute, je crois que tu as tout compris, dans ta question il y a la réponse. Tes parents, prie pour eux. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est que l'amour. Et je vais te dire, ils le cherchent. Eh bien ils ne le trouveront pas dans l'échangisme. Je n'ai pas besoin de le faire, moi, l'échangisme, je n'ai pas cette expérience. Et vous savez, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans un feu pour savoir que ça chauffe. Eh bien, je n'ai pas besoin de vivre l'échangisme pour savoir que c'est aberrant au plan humain. C'est aberrant, ça n'a pas de sens. Alors, tes parents, moi je te dis très franchement, tu ne vas pas les culpabiliser en disant à ton père tu es ceci ou tu es cela, non. Tu ne vas rien dire. Et tu pries pour eux. T'inquiète, la lumière viendra. Ça demandera du temps. Parce que le Seigneur, il met du temps pour répondre. Parce que d'abord, il a certainement de très petites oreilles et qu'il faut répéter sans cesse. Mais il finira par agir. Et puis surtout, nous, on a le cœur souvent un peu ratatiné. Comment peut-on rendre une femme heureuse de nos jours? C'est un garçon de 18 ans. Je vais te dire. Tu lui dis pas, je vais coucher avec toi. Tu connais une copine, tu as 18 ans, elle en a 17, tu en as 18. Tu lui dis, écoute, je veux apprendre à te connaître. Ça fait 6 mois qu'on se connaît, ça ne suffit pas. Eh bien, si tu veux apprendre à la connaître, il te faut d'abord l'écouter, l'entendre, sa voix. Ce n'est pas en te jetant sur elle et en la consommant. C'est surtout pas, si tu veux qu'elle t'aime, en allant coucher avec elle. C'est en lui disant bien clairement, j'ai envie de toi, mais on va apprendre à attendre. Que tu apprennes à résister, à te réserver et à persévérer pour être bien sûr que c'est la une de ta vie et que toi, tu es vraiment le un de la sienne. Je crois que ce que l'on fait croire beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui, c'est que, au fond, tu as envie d'un croissant, tu as l'argent, tu l'achètes, tu l'as pas, tu le voles. Tu as envie d'une fille, tu as envie d'un mec, toi, fille, tu as envie, il veut, on y va. Après, c'est la catastrophe, mais on s'en fout. On a vécu un bon moment. Non, c'est nul. L'amour, c'est dans le temps. Si on me demande c'est quoi l'amour, je réponds d'un mot, c'est une construction. Et je dis souvent aux jeunes, quand ils sont dans les lycées, dans les collèges, vous êtes au temps des fondations. Fondation. Un architecte sait bien ce que ça veut dire. C'est un temps pénible.
parce qu'il faut creuser, et puis il neige, il pleut, il faut attendre que ça sèche, on ne voit rien venir. Eh bien, un jeûne, il est au temps des fondations, un temps d'attente, un temps de préparation. Et si tu veux que ton immeuble de l'amour, la maison de l'amour monte haut, il te faut des fondations profondes, très profondes. Et ça demande du temps. J'ai un problème de fétichisme avec la lingerie et les soutiens à talons aiguilles. D'où cela provient-il et que puis-je faire pour lutter? 30 ans. C'est fréquent. C'est très fréquent. Le fétichisme chez l'homme, ce n'est pas une maladie. L'homme est attaché dans le corps féminin à des points clés du corps féminin, ce que j'appelle le triangle des Bermudes. Sein droit, sein gauche, sexe. Tout le monde se reconnaît, n'est-ce pas? Bon. Fesses, face, profil, bon. Les femmes n'ont pas du tout ce genre de fétichisme, mais ne croyez pas que la femme, la seule chose qui l'intéresse, c'est de mater sur le sexe masculin. Pas du tout. La femme, elle voit l'homme dans son ensemble. Dans son ensemble, aussi bien sa voix, sa démarche, ce qu'il fait, etc. C'est un ensemble. Une femme, il faut, comme dit Saint-Exupéry, l'apprivoiser. Avez-vous essayé d'apprivoiser un oiseau? Tout à l'heure, vous avez essayé de faire venir l'oiseau sur votre main, il a foutu le camp de l'autre côté. C'est pas évident, hein? Ben, une femme, c'est la même chose. Il faut l'apprivoiser. Ça demande du temps. Il faut y aller doucement, doucement. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit, tu sais, si tu veux garder ta femme et qu'un jour tu te maries, tu as intérêt à lui offrir une rose tous les jours. Si, ça fait cher. Ça, c'est typiquement masculin, hein? 365 qui multiplient, oulala. Et puis j'ai compris ce que c'était. J'ai compris. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je demande à nos 4 aînés, je leur dis, quel est le geste, qu'est-ce que vous voyez que votre père, donc moi, je donne à votre mère dans le domaine de l'affectivité? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu donc les 4 aînés séparément et j'ai eu droit à la même réponse. Et le même jour, ils ne pouvaient pas s'être passé le mot. Ils m'ont dit, papa, quand on part en vacances, tu conduis, maman est à droite, et puis dès qu'on a quitté la maison, tu prends sa main et tu fais... Je dis, oui, c'est vrai. Alors je dis ça à Christine, je dis, ça te plaît? Elle me dit, beaucoup. Je dis, oui, mais moi en retour, j'ai que dalle. Alors du coup, elle a pris ma main, elle m'a fait ça. Je lui dis, c'est nul ça. C'est nul, c'est trop facile. Il me dit, tu veux quoi? Je sais pas. À toi de trouver. À toi de trouver. Vous voyez, c'est ça l'amour. C'est, je donne une rose, ok, mais je reçois. Un couple qu'on avait formé avec Christine pour qu'ils se marient, bon, un couple sympa, on va donner le prénom, on va changer, Nathalie et Patrick. 1 an plus tard, ils étaient partis aux îles, loin. Il revient, je le vois. Alors Patrick, ça va, ta petite femme? Il me dit, tu déconnes. Pourquoi? Cherche un avocat. Bon. Pourquoi? Ça marche pas? Pas du tout. On s'engueule tout le temps. Ah bon? Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, écoute, si tu peux m'aider, ben, très volontiers. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais. Je dis, la sexualité, ça marche? À fond. Ah bon? Ça, c'est lui qui parlait. À fond. Concorde. Elle n'était pas là pour dire. Je dis, je sais. Il faut que tu lui offres quelque chose qu'elle n'attend pas. Il me dit, écoute, je lui ai offert un fer électronique à repasser. Elle a une Golf GTI. Elle a une chaîne IFI super sophistiquée. Pognon. Non, j'ai dit, c'est pas ça. Si tu lui balayes la cuisine, elle s'y attend? Pas du tout. Ben écoute, essaye, tu vas voir. En général, c'est bon. 1 semaine après. Alors? Il me dit, ça a marché, mais qu'à moitié. Pourquoi? D'un ton sec, tu vois, elle m'a dit, t'as pas fait les coins? Toi, tu as beaucoup de choses à te faire pardonner. Je crois que ce soir, en rentrant, il y en a beaucoup qui vont balayer la maison. Hein. Alors, le problème de fétichisme, il ne faut pas en faire un drame. D'abord, il ne faut pas en faire un drame. Vous dites, j'ai un problème de fétichisme à la lingerie, les soutiens à talons aiguilles. Si vous lui demandez de changer de sous-vêtements 10 fois par jour, calmez-vous.
Si vous lui demandez de changer de chaussures toutes les semaines, faites gaffe, ça coûte cher. Donc, réfléchissez un petit peu. Mais êtes-vous bien sûr qu'il vous faut absolument qu'elle arrive au dodo en talons aiguilles pour que ça puisse vous... Pas sûr. Donc, méfiez-vous de ne pas vous rendre malade, voyez, en vous disant, moi j'ai besoin d'un psy. Parce que le psy va vous mettre au Prozac. Hein. Alors après, vous aurez le sexe par terre. Hein. Voilà, ça va vous conduire là. Donc faites gaffe. Vous voyez? Donc moi je vous dis, n'en faites pas un drame, mettez-y de l'humour et parlez-en à votre épouse. Et vous verrez, elle vous aidera à gérer. Comment réparer la situation quand notre fille de 13 ans a découvert que son père, jusque-là l'homme idéal, l'a terriblement déçu par la découverte d'une cassette pornographique homme de 40 ans? Ma fille, il faut que je te parle. Tu as 13 ans, je t'aime beaucoup et je t'ai déçu. Et je te demande pardon. Oui, tu as vu, j'ai fait ça. C'est pas bien. C'est nul. C'est nul. Et tu sais, il faut que tu saches, ma fille, que je ne suis pas tout seul. Parce que si je l'ai acheté, c'est bien qu'il y en a qui en achètent. C'est bien qu'il y en a qui en fabriquent. Tu vois, ma fille, il y a des hommes dans notre société qui ne vont pas bien. Il faut que tu fasses attention. Et moi, au fond, le message que tu me fais passer, ma fille, je te remercie du message que tu me fais passer, c'est papa, arrête de déconner. Maman, elle n'est pas sur la cassette porno. Maman, c'est sûrement pas ça qu'elle te demande. Et je pense que le mieux, vous voyez, si votre fille a vu ça, c'est d'avoir l'humilité de dire, eh bien oui, parfois il nous traverse dans la tête des choses qui ne vont pas bien. Et tu as raison, ma fille, tu vas m'aider à éviter de faire ça. Et tu vois cette cassette, on va l'écraser, on va la foutre au feu, on va la jeter. Et comme ça, tu vas m'aider à ne plus faire de telles bêtises. Comment réagir lorsque le fils de 18 ans a décidé d'avoir des relations sexuelles juste pour faire comme tout le monde? J'y vous le dis. Au lieu de, tu sais, fils, t'es bien bâti, hein? T'as tout ce qu'il faut. Tu veux sauter une fille? Tu voudrais que ta sœur se fasse sauter? Ah non! Ah. Mais cette fille-là, dont tu as envie, c'est la sœur d'un autre. Et cet autre, il pourrait s'occuper de ta sœur. Je lui casse la gueule. Ah. Tu crois pas qu'il faudrait peut-être respecter? Oui, mais elle veut. Ah, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des filles qui les agressent. Hein. Il y a des filles qui agressent les mecs aujourd'hui, et de plus en plus souvent, parce que souvent, elles ont été blessées. Et je vois des filles qui me disent, comment se fait-il? Je suis très attiré par les hommes, par les garçons, des filles de 18-20 ans, mais je ne comprends pas pourquoi je les laisse approcher. Et quand ils sont très proches, je les casse. Je me régale de les casser. Et ça, c'est important que vous le compreniez bien. Ce sont des femmes, alors quand on les fait parler et discuter, elles ont été blessées dans le domaine de la confiance avec des hommes, c'est-à-dire qu'elles ont été trompées dans leur cœur et trompées dans leur corps, c'est-à-dire qu'il est allé ailleurs, en ayant juré qu'il l'aimait à mort et pour la vie. Bon. Donc, elles ont été trompées et quelque part, elles sont toujours intéressées par, pas tellement le sexe, mais le côté masculin qui les attire au sens de l'autre qu'elles cherchent, mais dans leur inconscient, elles vont faire payer au suivant ce qu'elles ont dégusté avec le précédent. Alors moi j'en ai vu qui disaient, je dis mais qu'est-ce que vous faites pour l'humilier? Oh, c'est simple, on va au lit, et puis quand il est tout prêt je lui dis, c'est tout ce que tu as comme petit oiseau? Vous imaginez le mec? Il est cassé, hein? Le petit oiseau, il chante pas longtemps, hein? Vous voyez? Alors, ça, c'est un sujet important, à mon avis, chez les jeunes femmes aujourd'hui, et vous avez beaucoup de jeunes femmes qui ont été blessées. Et vous savez, il ne faut pas croire, un jour, je me souviens, c'était à Bagnols-sur-Cèze, j'avais une conférence publique, et puis il y a une femme qui prend la parole à propos de la sodomie, et qui a l'audace, le courage de dire à peu près ceci, en public, devant tout le monde. Elle dit, moi j'aime mon mari, et comme je l'aime et que je ne veux pas qu'il foute le camp, j'accepte la sodomie.
dis, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, écoutez madame, je vous remercie de votre courage d'avoir posé cette question, mais je vais vous dire une chose. Votre mari, quand il cherche ou quand il veut ou quand il désire ou quand vous acceptez cela, la sodomie, en acceptant ça, vous n'évitez pas qu'il aille vers l'homosexualité. Ce n'est pas un problème d'homosexualité. Parce qu'elle croyait que sodomie, c'est égal homosexualité. C'est un fantasme masculin. Et donc, vous acceptez un fantasme masculin par amour pour lui. Moi, je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment raison. Parce que vous n'aidez pas votre mari à se construire dans le problème de sa propre affectivité, de sa propre sexualité. Parce que vous savez, la construction dans le domaine de la sexualité, je ne sais pas bien quand est-ce que c'est fini. Hein. Moi, je peux vous dire que j'ai 56 balais, j'aime beaucoup mon épouse, et je pense que nous nous aimons, mais on n'a jamais fini, je veux dire, d'apprendre. Et après 26 ans de mariage, moi, ce qui me frappe, c'est que j'apprends toujours, pas dans le domaine de la technique ou de la balistique ou de tout ça, non, c'est pas ça, mais dans la découverte de l'autre. Dans la découverte de l'autre, dans son être. Vous savez, il y a des femmes qui vous confient après 15 ou 20 ans de mariage qu'elles ont vécu un jour ça avec vous et c'était pas bon, hein. Elles attendent 15 ans pour vous dire que vous avez été mauvais. Mais elles sont gentilles, elles vous le disent un jour où vous avez été bon. Vous voyez ? Alors ça, c'est typiquement féminin et je pense que c'est très important que nous en soyons très reconnaissants. Comment repérer les manques d'explication d'amour lorsque son fils 18 ans et qu'on s'est entretenu comme père de 40 ans? Ben, vous savez, ça veut dire qu'il faut en parler souvent. Moi, je vois avec notre dernier, d'abord, quand je rentre à la maison, j'ai toujours des questions de jeunes ou des questions d'adultes. Alors, j'en garde certaines, d'autres je les jette, mais je garde celles qui me paraissent importantes pour dialoguer à la maison. Alors, ce qui fait que Paul ou Bernadette, bien les derniers, hein, le dernier a 15 ans, il vient, il me dit, il sort les questions. « Papa, t'as répondu quoi à ça? Et t'as répondu quoi à ça ?» Ben, je lui dis, j'aimerais que tu me dises, toi, qu'est-ce qu'il faudrait que je réponde? Alors, parfois, je vois comme ça où ils en sont, vous voyez. Et ça, c'est un point très important. Il ne faut pas croire que parce que vous avez passé une information un jour, là, vous avez dit, ça y est, j'ai fait l'information sur la sexualité, fini. Le gosse, il sait. Non, non, il ne sait rien du tout. Il sait un chouïa que vous avez fait passer parce que vous n'avez même pas vérifié ce qu'il a compris. Je vous ai dit, il faut écouter, parler, et ensuite vérifier qu'il a bien compris. Et là, c'est là qu'on se rend compte que souvent, le jeune entend une partie de votre message, d'où nécessité de répéter et de revenir. J'ai 49 ans, marié depuis tant d'années, père de 5 enfants de 8 à 17 ans. Comment oublier une fille dont j'ai été amoureux, par qui j'ai été attiré, diriez-vous, des années, alors que je la côtoyais à l'université quand j'avais 18-22, donc il a maintenant 49, et dont le souvenir me hante encore presque quotidiennement 30 ans après. Vous voyez, c'est fort, hein? Je précise que je ne l'ai jamais touchée ni fréquentée, comme aucune autre fille d'ailleurs, et que je n'ai jamais échangé avec elle que quelques mots concernant nos études. Je précise aussi qu'à l'époque, la notion même de mariage ou de vie en commun m'était impensable et que cette fille appartenait comme à un autre monde, celui où les gens aiment la vie et la prennent au sérieux, monde qui me reste largement inaccessible. Alors, j'ai eu un jour une question un peu semblable d'un homme de 74 ans qui me dit, voilà, j'ai retrouvé une copine d'université, il n'y a pas très longtemps, et quand je suis avec mon épouse, je pense à elle. Il voulait dire, quand je suis avec elle dans le domaine de l'amour, de la sexualité, je pense à mes 30 ans et à l'université, un peu comme là. Et il me dit, je veux être dans la vérité avec ma femme, dois-je lui dire? Je dis, écoutez, je ne connais pas votre épouse, mais moi je vous conseillerais ceci. Soit vous pensez que de le lui dire, ça va augmenter l'amour que vous avez pour elle et elle pour vous. Il faut lui dire alors. Soit de le lui dire, ça va l'angoisser. Elle va se mettre à vous espionner en permanence pour savoir où vous êtes, alors que vous n'avez pas d'intention mauvaise. Ne dites pas. Donc il faut se méfier de la vérité pour la vérité. La vérité, c'est une chose, mais il faut parfois avoir la charité de ne pas dire la vérité, ou de ne pas la dire à un moment donné que l'on croit qui nous soulagerait. Vous savez, la vérité qui soulage. Il faut faire un petit peu attention à ça. Et donc, dans le cas particulier, comment oublier une fille? Ben, vous ne l'oublierez pas, monsieur. Je vous dis tout de suite, vous ne l'oublierez pas. Vous ne l'oublierez pas, pourquoi? Parce qu'elle vous a marqué dans votre cœur, manifestement. Vous ne parlez pas tellement du corps, vous parlez du cœur. Elle vous a marqué dans votre émotion.
Et je vous l'ai dit, dans le cadre de la mémoire sexuelle ou de la mémoire émotionnelle, comme dirait Proust, Marcel Proust, on n'oublie pas, c'est marqué à vie, il faut le gérer. Eh bien, il vous faut le gérer, et peut-être que le seul fait de l'avoir dit, de l'avoir écrit, et puis que vous ayez entendu une réponse, peut-être que le Big Boss vous aidera à mieux digérer, à mieux gérer la chose. Comment être débarrassé de la masturbation alors que je suis marié et père de famille? Alors ça, c'est un sujet important. D'abord, la masturbation, vous allez supprimer le mot, vous allez mettre câlin. Parce que le mot a une force extrêmement grande et qui fait que quand on s'y enferme, on s'y enferme et on s'y enferme et on s'y enferme. Et que pour en sortir, il faut parfois trouver des moyens assez simples de rejeter ce qu'on n'a pas envie de faire. La preuve, c'est que vous le dites. Alors, vous allez dire câlin, et puis peut-être que vous allez en parler tranquillement à votre épouse. Vous dites que vous êtes marié. Peut-être en lui disant qu'il y a ce problème. Parce que ce problème, il traduit quoi? Il traduit que votre sexualité n'a pas encore rejoint l'état vraiment d'une sexualité adulte. Et vous le sentez bien? Il y a une gêne en vous, il y a quelque chose dont vous voudriez vous débarrasser, vous allez y arriver. D'abord, soyons optimistes. Mais il va falloir faire un petit peu de boulot. Un petit peu de boulot, ça veut dire que si c'est une fois par jour ou par semaine ou par mois, je n'en sais rien, eh bien vous allez essayer de réduire ça à un peu moins. Il ne faut pas non plus viser, ça y est, j'ai trouvé, on m'a imposé les mains tel jour, telle heure, on m'a trempé dans la piscine et puis c'est gagné. Ça, j'y crois pas. Nous sommes des humains. Et nous revenons souvent à des petits travers que nous pouvons avoir. Donc ça veut dire que vous devez arriver à le gérer, vous devez vous fixer un temps. Eh bien, de la même façon que dans le domaine de l'économie, on se dit, il faut qu'en un an, je puisse avoir tel poste ou tel salaire ou tel ceci. Eh bien là, vous allez vous dire, il faut que ça, je règle le problème en 3 mois, en 6 mois, à telle fête. Enfin, trouvez des petits moyens. Et ces petits moyens, c'est mieux si vous êtes avec quelqu'un qui vous aide. Soit un ami, soit votre épouse, à laquelle vous pouvez confier ça. Ce n'est pas la peine d'aller le confier à votre fils, vous voyez ce que je veux dire? Parce que par contre, un jour, peut-être votre fils, il vous dira, dis papa, moi j'ai ça à 18 ans, qu'est-ce que tu en penses? Vous direz, fiston, ne t'inquiète pas, moi c'est aller plus loin, mais je vais te dire comment il faut faire. Et vous lui donnerez la bonne méthode. Alors, voilà, je n'ai pas de recette, vous le comprenez bien. Pour un chrétien, la masturbation est-elle à proscrire dans tous les cas de figure, marié ou seul, 52 ans? Moi, je dirais, ce n'est pas simplement pour un chrétien, même pour un non-chrétien. Je dirais, un non-chrétien qui est obligé de passer par là pour se donner du petit plaisir, de se câliner la zigounette à 40 ans, à 50 ans, bon, à 13, 15 ans, on n'y en a jamais parlé. On a fait une enquête à l'école de la vie et de l'amour auprès d'une centaine de jeunes qui avaient à peu près entre 15 et 19. Et on leur a posé un questionnaire anonyme, très précis, et on leur a demandé de remplir ça sérieusement. Eh bien, il y a à peu près 5% de garçons qui disent ne pas tellement avoir de problème avec la masturbation. Alors souvent, les autres disent, ceux-là, ils mentent, par rapport aux 95 qui, eux, ont plus ou moins des problèmes avec. En réalité, quand on analyse très précisément le questionnaire, et qu'on leur demande, est-ce qu'on t'a parlé de la sexualité quand tu étais enfant, adolescent, comment on t'a expliqué la puberté? Eh bien, vous voyez que ces 5% de jeunes qui n'ont pas tellement de problèmes, leur père, le grand-père, le frère aîné ou le tonton, un adulte cohérent leur a parlé de la sexualité d'une façon intelligente lorsqu'ils étaient enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 95% n'ont pas eu d'information. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a 5% de malades et 95% de normaux? Non. Ça veut dire qu'il y a 5% de bien informés et 95% de mal informés. Et ce que l'on ne peut pas dire dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça va donner si nous avons 95% de jeunes qui demain deviendront adultes et qui seront bien informés? Eh bien, j'ose croire que ça changera la face de la planète. Mais ça va demander du temps, bien que par des télés, de bonnes émissions, on pourrait certainement aller plus vite. Et c'est là qu'il nous faut réfléchir à comment faire passer une information de qualité à des enfants en fonction de leur tranche d'âge. Pour un chrétien, donc, la masturbation est-elle à prescrire dans tous les cas de figure? À proscrire dans tous les cas de figure? Moi, je dis, ce n'est pas un problème de chrétien ou pas chrétien.
C'est que quelqu'un qui en est au problème de la masturbation, c'est quelqu'un qui en est au problème de l'adolescence avec la sexualité. Et si le gars, il a 40 ans, 50 ans, 30 ans, 25 ans, eh ben attention, quoi, attention, il est dans un état d'adolescence. Et je crois que ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, de se le dire, en disant, bon, ben attends, j'ai un comportement d'adolescence, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, vous avez des gens qui vous disent, moi, avec ma femme, j'ai des relations pratiquement tous les jours. Et puis dès que je pars en vacances, pas en vacances, en congrès ou en ci ou en ça, elle n'y est pas, il m'en faut une autre. Et ça, c'est une sexualité d'adolescent. Même d'adolescent avec la femme. Parce qu'une relation sexuelle tous les jours avec la femme, je suis désolé, interrogez bien précisément la femme. Pas sûr qu'elle ait vraiment envie de tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous ne mangez pas un excellent repas tous les jours. Si vous voulez vraiment apprécier l'excellent repas, vous avez intérêt à le faire, pas tous les jours. Parce que sinon, il est plus excellent, c'est tous les jours la même chose. Eh bien, je crois que là aussi, il y a une autre dimension, c'est la dimension de l'amour dans le domaine de la sexualité. C'est que l'amour dans le domaine conjugal, ce n'est pas nécessairement un sexe qui rentre dans un autre sexe. Et je vais vous dire quel est l'avenir de la sexualité entre l'homme et la femme. Ça va vous étonner. Je vais vous le dire en latin puis en français. C'est le coitus reservatus. C'est pas joli, hein? D'abord, coït, j'aime pas le mot. Reservatus, ça veut dire réserver. C'est quoi réserver? Que l'homme soit capable de garder sa semence. Ah bon? Alors il y a des gens, il y a des hommes qui me disent, mais impossible, hein? Moi quand j'y suis, à fond. Ah oui, tant que tu n'as pas rempli le petit réservoir du préservatif, tu n'es pas content. Au fond, ça revient à ça. Non, pas besoin, puisque madame, elle a les trompes qui sont liées, elle a la pilule, tout ça, donc tranquille, hein, on risque rien. Puis de toute façon, si jamais elle est enceinte, hein, on va chez le Toubib, la télévision, les fleurs, un petit coup de curette, c'est remboursé par la Sécu en France. Pas de problème. C'est pas ça l'amour. L'amour, justement, dans un couple qui prend de l'âge, ça va être quoi? Ça va être que le plaisir de l'homme, ça va être de lui donner du plaisir à elle. Et que l'immense plaisir d'un homme, c'est le plaisir qu'il peut donner à l'autre. Et c'est ça le grand plaisir qu'il va recevoir. Ça veut dire quoi? Que s'il est capable de se réserver, et si, admettons qu'à minuit, il a été capable de se réserver, et qu'à minuit et demi ou 1h moins le quart, dodo, hein, tranquillement, on fait dodo, on s'endort. Et puis le matin, on est tous les deux réveillés, et puis c'était tellement bon à minuit, minuit et demi, qu'après tout, pourquoi pas? Et si monsieur, il a libéré la semence, hein, ça va pas fort, hein? Mais s'il n'a pas libéré la semence, toujours solide, hein? Toujours solide au poste. Vous savez, le mot orgasme, chez un homme, c'est au singulier, hein? Il n'y en a pas plusieurs. C'est au singulier. Chez une femme, il peut y en avoir plusieurs. Et ça peut donner du plaisir à une femme. Seulement ça, on n'ose pas le dire. Évidemment, ça ne va pas être dans les livres de biologie. Mais entre nous, là, entre hommes, on peut se le dire. Apprenez, messieurs, à vous réserver. Mais vous ne pouvez pas apprendre à vous réserver si vous ne demandez pas à ce qu'elle vous aide à vous réserver. Vous comprenez? Et ça, c'est absolument essentiel dans le domaine de l'amour et de la sexualité. Dans les familles recomposées, quel est le rôle pour les pères? Ça, c'est un sujet très important. Parce que l'enfant, au fond, il a deux pères. Il a son père génétique et puis il y a un nouvel homme qui arrive et qui va être le nouveau compagnon de la mère. Et donc, il faut qu'il se situe. Et c'est là que le nouveau père a un rôle absolument fondamental, qui est, à mon avis, d'abord et avant tout, un rôle affectif. Il aime la mère, et s'il aime la mère, il aime ce qui vient de la mère. C'est-à-dire que cette mère, cette femme, elle a eu des enfants, il doit aussi les aimer. Il faut faire effort parfois, parce que ces jeunes vous rejettent, vous repoussent, parce que qu'est-ce que vous venez faire dans le champ et dans le lit de la mère de cet enfant? Donc, ce n'est pas évident. Il faut apprivoiser l'enfant. Et l'apprivoiser, ce n'est pas tellement aller rentrer dans son jardin secret, c'est savoir peut-être l'aider dans le domaine de son travail, de son sport, d'aller le chercher, de le ramener, de dialoguer avec lui. Non pas pour prendre la place de son père génétique, parce que peut-être que ce père génétique, il s'est complètement envolé, mais s'il est présent, il faut la lui laisser. Donc, il faut gérer beaucoup de choses, beaucoup de personnes. La femme, l'enfant, les enfants. Mais aussi, il faut gérer le père réel de l'enfant, le père génétique de l'enfant. Donc, il n'y a pas, je dirais, souvent ce que je dis à cet âge-là, écoutez votre bon sens et votre cœur, ils ne vous tromperont pratiquement jamais. Mais bon sens et cœur, pas que cœur
et pas que bon sens. 24 ans, que faire? Et je souligne le dynamisme de ce verbe. Que faire? Quoi faire? Pour apprendre la vie, la famille, la sexualité. Un proverbe dit, pour devenir sage, commence par apprendre la sagesse. Comment apprendre donc d'une manière physique et incarnée? Tu as 24 ans. Il faut que tu t'armes de patience. Il faut que tu te cultives. Il faut que tu lises des choses qui te donnent une nourriture pour ton esprit et pour ton cœur. Et cette nourriture, excuse-moi, mais tu ne l'auras pas dans Playboy. Tu ne l'auras pas dans des magazines nuls. Tu l'auras dans des livres qui vont te structurer. Tiens, je vais te donner un livre tout petit, tu peux commencer par lui. Alexandre Jolien, c'est un Suisse génial, il a 23 ans, il a ton âge. Il est handicapé, il marche comme ça. Et il est génial, il est philosophe. Il a écrit un livre que je te recommande. Oh, il ne vaut pas tellement. Il s'appelle Éloge de la faiblesse. C'est un dialogue entre lui, Alexandre de Savièse, et Socrate. Et Socrate et Alexandre dialoguent, et c'est très sympa, c'est plein d'humour. Et à la fin, Socrate se demande si dans ce dialogue avec l'handicapé, le faible, le minable, l'handicapé qui marche comme ça, qui c'est qui est le plus normal des deux? Et ce petit dialogue, Éloge de la faiblesse aux éditions du Cerf, est une petite merveille. Tu liras ça en 1 heure. Et puis après, tu appelles Alexandre et tu vas tchatcher avec lui, discuter avec lui, tu verras, il va te structurer. Et tu apprendras doucement, progressivement, ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est pas « Oh, cette fille est canon, je la veux, je l'aurai ». Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'amour, c'est d'abord observer, chercher, apprendre à connaître l'autre, et ça demande du temps. Une fois mariés, jusqu'où les extravagances sexuelles peuvent aller dans le cadre du couple? C'est très simple. Extravagance sexuelle, il faut qu'elle soit toujours dans le respect de l'autre. Dans le respect de l'autre. Dans le respect de l'autre. Et l'autre vous respecte. Et il faut parler. Et le sexe, ce n'est pas simplement de la balistique, encore une fois, c'est un dialogue verbal. On se parle. C'est un dialogue où on se dit des secrets, où on peut parler de son boulot, de son travail, de sa tendresse, de ce que l'on sent, de ce que l'on ressent. N'oubliez pas, le petit doigt du pied droit, 10 minutes. Et 10 minutes à gauche. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont pensé dans les extravagances sexuelles. Quels sont les rapports sexuels que Dieu a donnés aux humains pour la création de l'homme? Dieu, il a réfléchi avant nous, hein, je pense. Il a vachement réfléchi avant nous. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est des jeunes qui m'ont posé la question, pourquoi on est capable d'être père ou mère de famille à 15 ans? C'est aberrant. Hein, une fille de 15 ans, c'est pas tout à fait logique de la pousser à être enceinte, et un garçon de 15 ans à être père. Alors, j'ai travaillé cette question avec des jeunes, et voilà à peu près la réponse qu'ils m'ont donnée. Si vous posez la question à vos enfants, ce qui ne va pas avec les enfants, c'est ils trouvent que nous, les adultes, nous, les pères et mères de famille, on n'a pas assez confiance dans le gosse. Bon. Et souvent, je leur dis, c'est parce que ton père, ta mère, ils t'aiment trop. Alors quand on aime trop, on aime mal. Mais on aime trop parce qu'on a peur que tu fasses des bêtises, que tu aies ceci ou cela. Eh bien, le Big Boss, au fond, il a une immense confiance en nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, toi, humain, je te donne une capacité fabuleuse de transmettre la vie, d'aimer, de connaître l'autre, de te connaître toi. Et cette capacité, je vais te la donner très, très tôt, 10-12 ans. Pourquoi? Pour que tu te prépares. Pour que tu te prépares. Ça veut dire que ton père t'en parle, que ton grand-père t'en parle, que ta grand-mère t'en parle, bref, que les adultes qui sont déjà passés par là t'en parlent. Pourquoi? Pour que tu te prépares à quelque chose de très important. Imaginons que le Big Boss, il est fait qu'on ne puisse être père et mère de famille qu'à 20 ans. Hein, le jour des 20 ans, ça y est, crac. La fécondité fonctionne. Vous vous rendez compte? Ça serait le bordel, quoi. Le jour des 20 ans. Complet. Non, je crois que ça, c'est intéressant.
il nous fait confiance pour nous préparer à des choses si importantes. Quelle est la fréquence normale des rapports intimes dans un couple? Je vous ai dit, l'homme, il en veut tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'il pouvait, 3 fois par jour. Et la femme, c'est pas pareil. Il faut s'adapter à la femme. Il faut lui demander. Et vous allez voir que c'est pas tous les jours, c'est pas 3 fois par jour. Jésus s'est fait homme en venant sur la terre. Donc fait de chair et d'os et de sentiments et de désirs comme nous. Question, comment Jésus guérit ses sentiments, désirs sexuels ou pulsions? Où est-ce qu'il en avait? Moi, je n'ai pas demandé. Hein. Envoyez-lui un courrier électronique. Je ne peux pas vous dire. Moi, ça me fait un peu parfois sourire quand des gens, ils pensent à la place de Jésus. Vous savez? Moi, il a écrit des choses. Il a écrit des choses. Il a fait écrire des choses à des gens. Et puis, il ne faut pas tordre ce qui est écrit. Voilà, il ne faut pas tordre. Il faut prendre les choses un petit peu comme elles sont, mais il y a des experts pour ça qui peuvent vous expliquer. Donc moi, je ne suis pas un expert. Alors, si Jésus a eu des désirs sexuels ou pas, ce qui est sûr, c'est que quand il a vu la putain, qui est venue lui dire, moi, je suis une putain, tu ne me condamnes pas? Il ne l'a pas regardé. Il a baissé la tête, il a écrit sur le sable et il a dit que celui qui n'a jamais, il lui jette la première pierre. Et les vieux sont partis les premiers. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus personne. Et la femme lui dit, ils sont tous partis. Et tu ne m'as pas condamné. Il dit non, je ne t'ai pas condamné. Mais il n'a pas dit continue à te prostituer. Il a dit reviens à ton mari. Et pourquoi il a dit reviens à ton mari? Parce qu'il n'a pas voulu lui faire la morale. Il ne lui a pas fait la morale. Il a dit parce que ton bonheur, il est là. Ton bonheur, il n'est pas d'être prostitué, il n'est pas d'aller avec 50 mecs. Et au fond, si vous réfléchissez bien à ce que je vous ai dit sur la mémoire sexuelle ce matin, moi je suis convaincu que nous sommes faits pour la monogamie et pas pour la polygamie. Et quand je rencontre, il m'est arrivé d'aller en Afrique et de voir des femmes qui ont vécu la polygamie, vous savez ce qu'elles disent? Elles disent, mon mari, quand il va avec la deuxième, j'ai envie de les lui couper. Et il y en a qui se cassent parce qu'ils ont peur de se les faire couper d'ailleurs. Mais parce que c'est insupportable. Parce que c'est humainement insupportable et parce que l'homme, le cœur de l'homme, il est immense et dilatable pour le cœur d'une autre personne qui lui aide à trouver le cœur de Dieu. Mais tout seul, c'est difficile. C'est pour cette raison qu'il a fait cette capacité de s'unir à un autre cœur bien différent, le cœur de la femme, pour qu'il y ait à la fois la créativité avec les enfants et la créativité avec le bonheur. Le Pax est en consultation en Suisse. Que feriez-vous si vous étiez en Suisse? Je ne viendrai pas en France. 1. 2. Je dirais, faisons le bilan des Français. Ils ont dit que ça serait réussi s'il y en avait 60 000 la première année. Ils se sont plantés. 2. Ils ont dit qu'il n'y aurait jamais d'adoption après. Ils sont en train de la réclamer. Alors maintenant, c'est le statut du beau-parent. Je vous explique. Le beau-parent, c'est Monsieur Durand vivait avec Mme Durand. OK. Ils ont eu des enfants. D'accord. Madame Durand décède. OK. Monsieur Durand va avec Monsieur Dupont. Ils se paxent. Bon, et alors? Ah oui, ils se paxent. Bon. Alors, Monsieur Dupont est le beau-parent des enfants de Monsieur et Mme Durand. Ils veulent en faire un statut. Vous savez, c'est compliqué, vous ne trouvez pas? Ça n'a pas de sens. C'est de l'incohérence. En France, nous vivons beaucoup d'incohérences. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin du pasteur, là, hein, que j'ai vu tout à l'heure. Moi, je vais le faire venir à l'Assemblée nationale, hein, pour qu'il les bénisse tous les uns après les autres, à droite comme à gauche. Hein. Et à ce moment-là, on me fait signe, je suis obligé de vous laisser. Je suis obligé de vous laisser parce que j'ai un train, parce que mes enfants m'ont dit, papa, si le samedi et le dimanche, tu n'es pas à la maison, on te tue. Mais je n'ai pas dit à quelle heure j'arrivais le samedi. Mais ce soir, il faut que j'arrive avant minuit. J'y serai avant minuit. Comme vous disiez tout à l'heure, je vous bénis tous comme vous me bénissez. Et puis, vive le Big Boss. Au revoir.